est 15 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Tout de suite les titres de cette édition. La mission djiboutienne du Hajj récompensée par le prix d'or La Beytoum pour la qualité de son organisation et de ses services aux pèlerins. Et Djibouti ouvre une nouvelle étape dans sa politique sportive avec l'élaboration d'une vision nationale ambitieuse à l'horizon 2047. Dans l'actualité internationale, les négociations américo-iraniennes s'ouvrent en Suisse dans un contexte marqué par les tensions régionales. Et nous entamons cette édition par la clôture de la 4e édition du Forum politique, du Forum économique parlementaire de Marrakech, un événement qui a réuni responsables parlementaires, décideurs et acteurs économiques autour des enjeux de coopération et de croissance. Après 2 journées de travaux intenses et fructueux, la 4e édition du Forum économique parlementaire de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe a pris fin aujourd'hui. Placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, cette rencontre a permis de renforcer les bases d'une coopération parlementaire accrue face aux défis économique actuelle et de promouvoir une vision commune en faveur du développement et de l'intégration régionale. La délégation parlementaire de la République de Djibouti, conduite par le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, président de l'Assemblée nationale, a activement participé aux travaux de clôture. Elle a réaffirmé le rôle stratégique de Djibouti en tant que carrefour logistique majeur et acteur engagé dans le renforcement de l'intégration économique régionale. Cette édition du forum a également été marquée par des avancées, par des avancées diplomatiques significatives. La délégation djiboutienne, composée du député Saleban Daher-Beleh, Acha Mohamed Abdallah et Mohamed Hassan Farah, quitte Marrakech avec la conviction que le dialogue parlementaire demeure un levier essentiel pour faciliter les échanges internationaux et renforcer les partenariats entre les nations. Et après ces enjeux de coopération parlementaire et économique, l'international place aux priorités nationales avec le secteur de la santé qui prépare sa feuille de route pour les prochaines années. La suite avec Fardous Hussein. De la santé a organisé un atelier de consensus consacré à la présentation des orientations stratégiques du futur plan national de développement sanitaire PNDS 2026-2030. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Santé, Mme Mouna Ousmane Aden, en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, ainsi que de représentants des agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF et le FUNIAP, des partenaires techniques et financiers, des départements ministériels de la société civile et du secteur privé. Dans son allocution, la ministre a souligné l'importance de cet atelier, constitue une étape déterminante dans le processus d'élaboration du futur PNDS 2026-2030. Cet atelier a réuni l'ensemble des acteurs clés du secteur afin de favoriser une démarche participative, inclusive et concertée. Les échanges ont porté sur les priorités stratégiques qui guideront les actions du secteur de la santé au cours des 5 prochaines années, en cohérence avec la vision 2035, le plan national de développement 2025-2030 et les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cet atelier est un point très stratégique. C'est plus qu'un exercice de planification. C'est un moment stratégique pour définir le futur de la santé à Djibouti. C'est un moment de choix. Quelles priorités, quels investissements, quelles réformes pour que la vie de Djiboutiens et des Djiboutiennes soit améliorée à travers leur santé. Votre validation est très importante pour guider le futur de l'investissement en la santé. Le postule de ce plan, c'est de répondre aux besoins réels des personnes. Le succès d'un PNDS se mesurera dans la vie quotidienne des citoyens et pas dans le nombre d'activités réalisées.
Et dans son intervention, la ministre de la Santé, Mme Mouna Ousmane Adan, a indiqué que le PNDS 2026-2030 constituera une feuille de route pour renforcer le système de santé national et garantir un accès équitable à des soins de qualité grâce à une approche participative et inclusive. On l'écoute. À notre atelier de réflexion et de consensus sur le prochain document de travail stratégique du ministère de la Santé, qui est le PNDS. Et comme à l'accoutumée, et à chaque fois qu'un programme de ce type se fait, le ministère de la Santé exige l'appropriation d'abord, mais aussi la collaboration entière de l'ensemble de nos partenaires autour de cette question de la santé qui engage tout le monde. Votre participation ce matin témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement du secteur de la santé et de l'amélioration durable du bien-être de notre population. Le ministère, dont j'ai la charge aujourd'hui, a pour rôle de mettre en œuvre cette politique au niveau du gouvernement et il a pour mission d'élaborer et de conduire cette politique nationale en veillant à la promotion et à la protection de la santé physique, mentale et sociale de l'ensemble de la population. Il œuvre également à garantir un accès équitable aux services de santé de qualité et à renforcer continuellement les performances du système national de santé. Au cours des dernières années, notre pays a accompli des progrès significatifs dans plusieurs domaines de la santé et notamment, nous avons la création d'un CHU à Djibouti et dont je profite de l'occasion pour remercier le directeur général. Nous avons également des programmes et des stratégies sectorielles concernant toutes les pathologies, que ce soit transmissibles ou non transmissibles. Nous avons des documents stratégiques sur les luttes contre les maladies à déclaration obligatoire. Donc tous ces éléments ou toutes ces actions doivent être englobées dans une stratégie nationale qu'est le plan de développement national de santé. La transition démographique et épidémiologique, l'augmentation des maladies non transmissibles, les problématiques de santé mentale, les addictions, les urgences sanitaires liées au changement climatique, ainsi que les besoins croissants en ressources humaines et en financement de la santé, nous obligent à repenser nos approches et à renforcer la résilience de notre système de santé. Le PNDS ne sera pas seulement un document de planification. Il sera un véritable pacte national pour la santé, fondé sur l'engagement de tous au service de chaque citoyen djiboutien, ainsi que la population migrante et réfugiée vivant sur notre territoire. Sa réussite dépendra de notre capacité collective à agir ensemble, à coordonner nos efforts et à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de notre population. Et toujours dans le domaine des grandes orientations nationales, la valorisation des services publics était également au cœur d'une cérémonie consacrée à la mission djiboutienne du Hajj, distinguée pour son excellence organisationnelle. Fardous Hussein nous en dit plus. Le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a célébré ce matin l'obtention de la République de Djibouti du prix d'or décerné par le Royaume d'Arabie Saoudite lors de la saison du Hajj 2026 en reconnaissance de l'excellence du travail du Bureau des Affaires des pèlerins de Djibouti. À cette occasion, les membres du bureau ont également été honorés et les dispositions officielles relatives à l'organisation du Hajj 2027 ont été annoncées. La cérémonie s'est tenue au Palais du Peuple sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, en présence de nombreux membres du gouvernement, des membres de la mission officielle du Hajj ainsi que des personnalités religieuses et sociales et d'un large public d'invités. Cette distinction est le fruit d'efforts continus déployés par le bureau dans le domaine de la planification, de la supervision et de la coordination sur le terrain ainsi que de la mise en place d'un système intégré de services ayant permis aux pèlerins djiboutiens d'accomplir le rite dans des conditions confortables et sécurisées.
ainsi que le renforcement de la communication avec les autorités saoudiennes compétentes, ainsi que l'intention portée à la sensibilisation religieuse, administrative et des services. Grâce à ces éléments, notre pays a pu atteindre ce rang honorable et d'être honoré de la médaille d'or parmi les pays qui se sont distingués par leur performance et leur organisation au cours de cette saison du Hajj. Et par ailleurs, la cérémonie a été également l'occasion d'annoncer officiellement les préparatifs de la saison du Hajj 1448 du l'Hégire correspondant à l'année 2027. À cette occasion, le ministère a présenté les principaux axes des préparatifs à venir. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a souligné que le prix d'or décerné à la mission djiboutienne du Hajj constitue une reconnaissance nationale des efforts déployés et de l'excellence des compétences djiboutiennes dans l'accompagnement des pèlerins. Il a rappelé que cette distinction récompense plusieurs années de travail axé sur l'amélioration de l'organisation du Hajj à travers la modernisation des outils de suivi, le renforcement de la coordination et l'intégration des solutions numériques pour garantir un meilleur service aux pèlerins. Le ministre a également insisté sur le caractère permanent de cette mission qui repose sur une préparation anticipée, une organisation rigoureuse et une coopération étroite avec les différents partenaires nationaux et les autorités saoudiennes. Selon lui, cette réussite est le fruit d'un travail collectif fondé sur la planification, la digitalisation, l'amélioration des services et l'engagement des équipes mobilisées. Il a enfin exprimé sa gratitude au président de la République, au gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des institutions ayant contribué à cette distinction qui honore la République de Djibouti. Et la cérémonie s'est achevée par la remise de certificats de reconnaissance aux membres du Bureau des affaires des pèlerins de la République de Djibouti en hommage à leurs efforts et à leurs contributions remarquables au succès de la saison du Hajj, couronnée par l'obtention du prix d'or, la Beitoum. Dans une ambiance empreinte de fierté et de reconnaissance, cette distinction nationale vient saluer les avancées réalisées par Djibouti dans l'accompagnement des pèlerins de la maison sacrée d'Allah et confirme la place distinguée qu'occupe désormais le pays au niveau régional et islamique. Il convient de rappeler que la gestion des affaires du Hajj à Djibouti a connu ces dernières années une modernisation significative à travers le renforcement des mécanismes organisationnels, la simplification des procédures administratives, la digitalisation des inscriptions et du suivi des dossiers des pèlerins, ainsi que l'amélioration des services d'accompagnement. Et ces réformes ont permis d'accroître l'efficacité des opérations, d'améliorer la qualité des prestations et d'atteindre un niveau élevé de satisfaction auprès des bénéficiaires. Et après cette reconnaissance internationale qui récompense les efforts accomplis dans l'accompagnement des pèlerins, une autre ambition nationale se dessine, celle de bâtir un sport moderne et performant à l'horizon 2047. Djibouti a franchi une nouvelle étape dans la structuration et le développement de son mouvement sportif avec le lancement officiel de l'atelier national consacré à l'élaboration de la politique nationale des sports 2047. Organisé conjointement par le secrétariat d'État chargé des sports et le comité national olympique et sportif djiboutien. Cet important rendez-vous s'est tenu au Sheraton Hotel sous le thème de la construction d'un sport national moderne, inclusif et performant à l'horizon 2047. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État chargée des sports, Mme Fatouma Ali Abdallah, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fabdoussa Moussa, ainsi que la ministre de la Santé, Mme Mounar Ousmane Aden. Plusieurs responsables de l'État, représentants institutionnels, autorités militaires et sécuritaires, partenaires internationaux, universitaires, responsables de fédérations sportives et acteurs de la société civile ont également pris part à cette rencontre. Cet atelier marque le lancement d'un processus participatif visant à doter Djibouti d'une vision stratégique pour le développement du sport au cours des 2 prochaines décennies. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de la vision Djibouti 2045-2047, plaçant la jeunesse et le sport au cœur du développement national. Mais dissociés. Les premiers piliers, c'est le secrétariat d'État chargé au sport, garant institutionnel de la politique nationale sportive, interlocuteur privilégié pour inscrire le sport au cœur de l'agenda gouvernemental.
Le deuxième pilier, c'est le ministère de la Jeunesse et de la Culture, parce que l'engagement sportif ne commence pas dans un stade. Il commence dans un quartier, dans un centre de loisirs, dans la cour d'un immeuble, bien avant qu'un enfant ne franchisse la porte d'une fédération. Sans cette proximité, nous perdons des talents avant même de les avoir vus. Le troisième, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, parce que c'est à l'école et nulle part ailleurs que se relève le potentiel d'un enfant de 10 ans qui ne sait pas encore ce qu'il porte en lui. Sans détection précoce, il n'y a pas de pépinière de champions. Sans l'école, il n'y a pas de l'avenir sportif durable. Et intervenant à cette occasion, la ministre de la Santé, Mme Mona Ousmane Aden, a salué l'importance de cette initiative nationale et a réaffirmé l'engagement des institutions à accompagner le développement du sport comme facteur essentiel de bien-être et d'épanouissement de la jeunesse. Je propose de l'écouter. Mon tour donc de remercier Madame la ministre du Sport de nous avoir associés à cette réflexion nationale concernant la politique du sport à Djibouti. Et de remercier également la ministre de la Jeunesse, anciennement membre de ce monde de sport, qui est toujours engagée dans cette dynamique de réflexion, et d'autant plus aujourd'hui parce qu'elle représente la jeunesse, qui est quand même le pilier fondamental du développement du sport à Djibouti. Pour ce qui me concerne et ce qui concerne la santé, je ne vous apprends pas que le sport est une solution à beaucoup de problèmes, notamment aux maladies non transmissibles qui, depuis maintenant 10 ans, prennent une place importante dans l'épidémiologie nationale et qui représentent quand même des chiffres qui dépassent les 50% et surtout à des âges très faibles. Donc, on peut se retrouver avec une personne de 25-30 ans qui est atteinte de pathologies, notamment comme les problèmes cardiaques. Et cela est souvent dû à l'oisiveté, à la non-activité et surtout au fait que dans leur vie, il n'y a aucune activité sportive. L'activité sportive, ce n'est pas seulement courir 100 km. Il y a tellement de types d'activités sportives que nous pouvons faire. Et il est très important pour moi, et vraiment j'encourage l'équipe du sport et notamment donc la ministre et toutes ses équipes de pouvoir renforcer ou bien amener le sport au centre de tous nos dispositifs politiques que nous sommes en train de mener. Et j'exprime ici solennellement l'engagement formel du ministère de la Santé pour accompagner ces exercices. La corrélation entre ces deux départements n'est pas à dissocier, mais surtout à renforcer et à élargir notamment depuis le bas âge. Vraiment, on ne réfléchit au sport que quand on devient adolescent, mais le sport commence au bas âge. La pratique du sport n'est pas seulement le physique, mais également le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Donc l'esprit d'équipe est aussi un élément qui est très important. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné le rôle majeur du sport dans la mobilisation de la jeunesse et dans la construction d'une société dynamique, inclusive et tournée vers l'avenir. Immense honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui, en ce dimanche 21 juin 2026, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la politique sportive nationale à l'horizon 2047. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Madame la secrétaire d'État chargée des sports pour son invitation et pour cette initiative historique qui pose les fondations de la République de Djibouti de demain. Regarder vers 2047, c'est faire le choix de l'ambition, c'est inscrire nos actions de court terme dans la durabilité d'une vision générationnelle. La feuille de route qui nous est présentée trace une trajectoire claire, structurée et résolument inclusif, structurant le sport non plus comme un simple loisir, mais comme un levier majeur de développement humain, d'éducation et de cohésion sociale. À cet égard, le ministère de la Jeunesse et de la Culture se reconnaît pleinement dans la philosophie transversale de ce projet national. La jeunesse, la culture et le sport
forment un et sont indivisibles. Ils sont indissociables. Ce sont trois forces motrices qui s'alimentent mutuellement pour forger l'identité de notre nation, cultiver l'excellence et cimenter le vivre ensemble. C'est pourquoi j'ai répondu avec empressement et conviction à la sollicitation de contribuer activement aux travaux de réflexion. Cette démarche touche au cœur même de notre mission régalienne. Investir dans le sport, c'est offrir à notre jeunesse un cadre d'épanouissement sain, loin des déviances, et lui inculquer des valeurs fondamentales, des disciplines, des respects, des solidarités et des citoyennetés. Le sport est un langage universel et un puissant vecteur culturel. Nos artistes, nos créateurs et nos jeunes partagent avec nos athlètes cette même quête de dépassement et cette fierté de faire rayonner le drapeau djiboutien à l'échelle internationale et continentale. Et de son côté, la secrétaire d'État chargée des sports, Mme Fatouma Ali Abdallah, a mis en avant l'ambition de cette nouvelle politique sportive visant à structurer durablement le secteur et à faire du sport un véritable levier de développement national. Voici un extrait de son discours. Un profond sentiment de responsabilité et une immense fierté que je vous accueille aujourd'hui pour lancer officiellement le processus d'élaboration du politique national des sports de la République de Djibouti à l'horizon 2047. L'événement qui nous réunit ce matin dépasse le cadre d'un simple exercice de planification sectorielle. Il constitue une étape majeure dans la construction d'une vision nationale ambitieuse destinée à faire du sport un véritable moteur de développement humain, économique et social au service de notre pays. Sous la haute impulsion de son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, président de la République, le gouvernement s'est engagé dans une dynamique de transformation profonde visant à renforcer le capital humain, promouvoir l'inclusion sociale et préparer notre jeunesse aux défis de demain. Pendant des années, le sport djiboutien a tenu, grâce à l'engagement des femmes et des hommes ici présents, passionnés, dirigeants, entraîneurs, enseignants, bénévoles, arbitres, athlètes, malgré des moyens souvent limités, ils ont porté haut les couleurs nationales et fait vivre le sport de tous les territoires. Je tiens à leur rendre un hommage sincère et appuyé. Grâce à eux, Djibouti a connu des moments de fierté et vu émerger des talents qui nous honorent aujourd'hui. Aujourd'hui, les défis nous appellent à franchir une nouvelle étape. Infrastructure de la gouvernance et sportive, le développement des infrastructures, le renforcement du sport scolaire et universitaire, la formation de ressources humaines, la promotion du sport féminin, l'inclusion des personnes en situation de handicap, de professionnalisme du secteur de la diversification des financements exige une vision commune et une action concrète. Notre ambition est claire. Nous ne sommes pas réunis pour produire un document administratif supplémentaire. Nous sommes réunis pour bâtir une vision collective qui dépasse les cycles politiques et sportifs qui définissent la place du sport dans Djibouti 2047, année qui coïncide avec le 70e anniversaire de notre indépendance, Inch'Allah. Des générations de Djiboutiens ont inscrit leur courage et leur sacrifice dans la mémoire collective de la nation, des déportations aux répressions de la place Lagarde, en passant par la prison de la Poudrière et les grandes luttes syndicales. Chaque étape de l'histoire porte le témoignage de femmes et d'hommes engagés pour la liberté. À travers ce grand format, retour sur le parcours de ces figures qui ont ouvert la voie vers l'indépendance du 27 juin 1977, une mémoire précieuse qui continue de vivre et qui mérite d'être transmise aux générations futures. Ils sont nombreux à avoir gravé de leurs empreintes l'histoire de notre chère nation, meurtrie par les luttes et les combats menés pour la libération de la République de Djibouti. Djibouti est le résultat d'un condensé de luttes multiformes à fouiller dans la mémoire collective et dans les méandres des archives enfouies, ça et là. Nous allons donc tenter d'énumérer au cours des différentes périodes de l'histoire nationale les martyrs qui ont sacrifié leur vie depuis le premier pas posé par les colons à Obok jusqu'à l'année charnière de 1916. De l'arrivée des colons à Obok, à partir de l'année 1862, les relations sont tendues entre autochtones et colons.
Des événements sont des curseurs témoignant de la relation délétère entre colons et habitants d'Obokville. Ali Hamed est un jeune Obokois, le premier martyr de l'histoire coloniale, assassiné et tué froidement pour sa liberté des mouvements dans une zone que les Français considéraient d'ores et déjà comme leur territoire foncier acquis au prix d'un traité de spoliation. C'est la première crise politique qui interpelle l'intervention des autorités traditionnelles pour régler ce contentieux. Cette médiation n'empêchera guère le père du martyr et ses proches de se faire justice. Pierre Arnoux, explorateur français qui avait fondé le comptoir commercial à Obok en 1881, est assassiné le 3 mars 1882 par 3 autochtones. Un peu plus tard, un autre autochtone est assassiné sous un autre prétexte. Là aussi, une vendetta répare le sang versé. Que ce soit au nord ou au sud, les chefferies traditionnelles connaissent des situations périlleuses entre 1928 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le début des années 30 rime avec l'incursion et l'intrusion de l'ordre colonial dans l'arrière-pays. Cette incursion ne se passera guère dans les calmes. Les résistances vont être multiformes. Les pouvoirs coloniaux perturbent l'ordre traditionnel et les structures sociales pluricentenaires. Il organise des déportations du sultan de Gobaad, le Uta Ahmed, à Madagascar. Ces derniers décédera en déportation. D'autres chefs traditionnels qui oseront contester l'administration coloniale, à l'instar du chef de Kaboba au nord, seront aussi déportés. La première exploration du pays par les Français et la sécurisation de la voie du chemin de fer qui mettent à mal les populations implantées dans cette région, dont beaucoup se sacrifieront pour défendre leurs maigres ressources et leurs terrains de transhumance et de nomadisme. Lugas adresse un courrier officiel en 1918 à l'endroit de l'administration coloniale qui fait perdurer la marginalisation et les persécutions des autochtones exclus de la vie politique et économique. La puissance coloniale oppose les communautés entre elles et applique les politiques des divisés pour mieux régner. Ceci va malheureusement conduire à des situations dramatiques comme en 1949. Toujours en 1949, une émeute éclata pour libérer Hassan Hanfari, alors comptable de la société industrielle de Djibouti des Sauniers. Enfermé dans la sinistre prison civile appelée tout récemment le Centre de prévention Younous Toussaint, il fut libéré par un mouvement insurrectionnel qui fut démort du côté des émeutiers. Ils sont nombreux à avoir animé la vie syndicale qui est un préalable au lancement de la vie sociale, culturelle et politique. À commencer par Mahmoud Harbi, le premier vice-président du conseil de gouvernement qui a failli faire entrer les territoires au même titre que la Guinée-Conakry d'Ahmed Sékou Touré dans les camps au non à l'Union française lorsque le nouveau gouvernement de De Gaulle proposa de choisir entre continuité et autodétermination. Syndicaliste de la lutte ouvrière en côte française et Somalie qui, de 1950 à 1957, participa à tous les mouvements sociaux. Député du territoire puis vice-président du conseil des gouvernements, indépendantiste de première heure, il est l'homme du non à la communauté française lors du référendum de 1958. Après la victoire du oui, Mahmoud Harbi quitte alors la colonie et part en Somalie, puis en Égypte. Il meurt dans un accident d'avion. Accident ou meurtre, on ne le saura jamais peut-être. Les premiers mouvements qui naissent au début des années 60 sont persécutés, bâillonnés et assassinés. Cette seconde génération de politiciens djiboutiens relève encore une fois la tête afin de libérer la CFS de la tutelle coloniale. Ces mouvements indépendantistes vont manifester d'abord en août 1966 contre l'arrivée de De Gaulle en CFS. Chaque génération ayant poussé les processus irréversibles pour l'acquisition à la marche forcée de l'indépendance, la mémoire collective retiendra également celle qui aura payé le plus de sacrifices, celle de la fin des années 60, qui aura défié le général de Gaulle au sommet de son prestige. Ces manifestations réprimées par les forces de l'ordre colonial vont provoquer la mort d'une dizaine de manifestants et une centaine de blessés à la place Lagarde. En mars 1967, suite au référendum truqué, des manifestations spontanées apparaissent à Djibouti-Ville, exigeant l'indépendance immédiate. Là encore, l'administration coloniale va accentuer sa répression, et notamment chez les leaders politiques. Il s'agit des leaders organisés au sein des partis politiques, le PMP, l'UDA et le FLCS, dont les actions sont décisives pour accélérer les processus souverainistes. L'assassinat tragique du syndicaliste Abdourahmane Andoulé marque la fin répressive du régime en place dont la dérive autoritaire fige les positions. Les exemples ne manquent pas, comme à Poudrière. L'on embarquait tout le monde, hommes, femmes et enfants, par dizaines de milliers dans la poudrière, battus, comptés, triés, manipulés comme des bêtes. Sans litière et sans toit, par 40 degrés à l'ombre, la faim et la soif. La tête fondue dans le soleil, les pieds cuisants dans les sables brûlants, mépris et cruauté. Un groupe de jeunes avait tenté de s'échapper, leurs corps criblés, pantelants et saignants, exposés au séchoir barbelé, comme l'a écrit Omar Ousmane Rabi.
Si l'on met de côté les vivants, essayons d'évoquer les martyrs de la dernière décennie, décisive avant l'obtention de l'indépendance. Ceux-là même qui ont donné un coup d'accélérateur à l'élan indépendantiste. Les émeutes de Tadjoura en 1916 donnèrent lieu au martyr de Mohamed Ahmed, alias Doudou, ayant reçu une balle dans la tête. Un sort identique sera réservé aux preneurs d'otages de l'EUADA dans la même année. Plusieurs martyrs assassinés froidement par les GIGN à la frontière. Leurs noms sont Hassan, plus connu sous le nom des Golis, Salah Jama Awali, Hussein Abdillahi Abdurrahman, Hassan Roble, dit Doubé. Un survivant de cet événement dramatique libéré plus tard tombera dans la dépression et décédera quelques années plus tard. Il nous sera difficile d'énumérer tous les martyrs djiboutiens qui ont permis à notre pays d'accéder finalement à l'indépendance le 27 juin 1977. Et ceux aussi qui ont suivi humiliation, arrestation, licenciement, séquestration, interrogatoire et torture. Un travail de mémoire doit être fait pour faire l'inventaire de tous ces héros et martyrs dont la liste est loin d'être exhaustive. Et après ce retour sur les pages marquantes de notre histoire, place à l'actualité sociale avec une mesure d'accompagnement destinée aux acteurs du transport public. Derrière chaque badjadj et chaque véhicule de transport à 3 roues se trouvent des professionnels qui assurent quotidiennement la mobilité des citoyens face à la hausse des prix du carburant et aux difficultés rencontrées par le secteur des transports. L'État a mis en place des mesures concrètes pour accompagner les acteurs du transport public, notamment les chauffeurs de bus, de taxis et de véhicules à 3 roues. Dans ce cadre, le syndicat des transporteurs de Djibouti a lancé une opération de distribution de bons de carburant au profit des conducteurs de badjadj et de véhicules à 3 roues dans la commune de Belbela. Entièrement financée par l'État, cette initiative vise à réduire les effets de l'augmentation des prix des hydrocarbures et à assurer la continuité des services de transport au bénéfice de la population. Ces professionnels jouent un rôle essentiel dans le quotidien de milliers de citoyens en facilitant leur déplacement à travers les différents quartiers de Belbela. Pour les autorités, cette mesure constitue une réponse immédiate visant à préserver la stabilité du réseau de transport public et à garantir la fluidité des déplacements. L'opération prévoit également la mise en place dans les prochaines semaines d'un mécanisme de distribution équitable et transparent des bons de carburant au profit de l'ensemble des professionnels concernés. Le président du syndicat des transporteurs de badjadj, Saad Ahmed Hassan, a salué cette initiative, exprimant sa reconnaissance aux autorités pour leur accompagnement et leur soutien au secteur. Il a également réaffirmé l'engagement du syndicat à poursuivre sa collaboration avec l'État afin de relever les défis du transport public et de contribuer à l'amélioration d'un service de mobilité efficace et régulier au service des citoyens. Toujours au cœur des préoccupations nationales, l'accès à l'éducation pour tous demeure une priorité. Illustration avec le déroulement des examens dans les camps de réfugiés de Holhol et de Aliadé. Les épreuves écrites de l'examen du certificat, donc le CHSG, ont débuté mercredi dans les 2 centres d'examen installés au sein des camps de réfugiés de Holhol et de Aliadé. Cette session marque l'aboutissement du cycle secondaire pour les élèves résidant dans ces 2 camps. Au total, quelques 227 candidats ayant achevé leur parcours scolaire secondaire participent à cet examen. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'accès à une éducation inclusive pour tous, le ministère de l'Éducation nationale assure la prise en charge scolaire des enfants issus des familles de réfugiés installés dans les villages de Aliadé et de Holhol. Une délégation officielle composée des sous-préfets des 2 localités, du chef de corps du centre d'instruction de Holhol. Eh bien, sur le terrain, la délégation a pu constater les bonnes conditions d'organisation de l'examen et saluer le travail accompli par les équipes pédagogiques ainsi que la détermination des candidats. À présent, en direction Nairobi, où la mobilisation contre les risques sanitaires liés aux déplacements transfrontaliers s'organise avec de nouveaux acteurs de terrain. Eh bien, des travailleurs itinérants jouent désormais un rôle essentiel dans la surveillance contre Ebola, en participant à la détection précoce des cas de suspects et à la sensibilisation des voyageurs dans les zones de transit. Et sur la scène internationale, les efforts diplomatiques se poursuivent également pour tenter d'apaiser les tensions au Moyen-Orient. La suite dans cette séquence. Une série de négociations entre les États-Unis et l'Iran s'est ouverte ce dimanche au
en Suisse dans le but de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Ces pourparlers interviennent 4 jours après la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux parties. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, la réunion se déroulera sur une seule journée qui comprendra 2 sessions, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Des entretiens bilatéraux sont également prévus entre la délégation iranienne et les représentants du Qatar, du Pakistan en leur qualité de médiateurs, ainsi qu'une réunion conjointe réunissant les délégations iraniennes, américaines en présence de représentants qataris et pakistanais. Et pour terminer ce journal, place au sport avec les dernières performances enregistrées sur les pelouses du Mondial 2026. Les Pays-Bas ont signé une large victoire face à la Suède en s'imposant 5-1 lors de la 2e journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Une performance convaincante qui renforce leur ambition de qualification pour le prochain tour. Dans le groupe E, l'Allemagne a également poursuivi son parcours avec un succès 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Grâce à cette victoire, la Mannschaft se rapproche des 8e de finale, tandis que les Ivoiriens devront impérativement obtenir un résultat positif lors de la dernière journée. Ces nouveaux résultats confirment la bonne forme des 2 sélections désormais bien positionnées dans la course aux phases finales du tournoi. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.